aura office de facilitateur, modérateur. À ma gauche. Allô. 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 À ma droite, Marc Daou. Et au centre, Alexander Samuel. Donc j'espère que Chloé Framery va nous rejoindre. Je laisse la parole à Daniel. À plus tard. Attends, je ne sais pas s'il marche. Chez le micro, s'il te plaît. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente Daniel Bravo. Juste pour vous rappeler quand même l'objectif. L'organisation de ces universités, c'est que nous repartions tous enrichis d'expériences, de rencontres. Pour cela, nous faisons en sorte de faire venir des gens qui sont spécialistes dans des domaines bien précis. Et notre objectif, c'est d'organiser des débats et de vous faire participer et d'échanger à ce niveau-là. De fait, on peut rencontrer des gens qui puissent ne pas être d'accord avec ce qui est présenté. Ceci dit, s'il y a des gens qui veulent améliorer le sens de la discussion, je ne vois absolument pas pourquoi je vais mettre un frein, mais on n'est pas dans l'objection. On est là pour exposer des choses. J'attends de vous, s'il vous plaît, de la bienveillance, de l'écoute, et surtout je fais appel à votre intelligence et votre sens, sans oublier que nous organisons ça sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que de nous enrichir tous de l'expérience des gens et qui ont cette compétence dont on va partager aujourd'hui. D'où ma venue. Voilà, moi je finis mon intervention. Merci. Moi, je vais voilà. présenter. Voilà, donc, Alexander Samuel, je suis docteur en biologie moléculaire et je suis aussi enseignant. Donc j'ai arrêté la recherche, j'ai quitté le monde de la recherche après mon doctorat parce que j'étais un peu déçu du fonctionnement de la recherche. Donc j'ai une petite expérience sur ça et je pense que pas mal de gilets jaunes me connaissent parce que j'ai travaillé sur les gaz lacrymogènes. Donc je me suis pas mal impliqué sur le mouvement des gilets jaunes par rapport aux effets sur la santé des gaz lacrymogènes. Et puis j'étais encore en train de travailler sur ce sujet. Est arrivée la crise du coronavirus et j'ai été un petit peu inquiet parce que j'avais des contacts à Hong Kong avec qui j'échangeais, notamment parce qu'il y avait l'école polytechnique qui était assiégée à Hong Kong. Je leur donnais pas mal de conseils et d'aides sur comment se défendre contre les gaz lacrymogènes. On avait sur les réseaux cryptés, vous connaissez tous. Et j'échangeais avec eux. Et quand la crise du coronavirus est arrivée, ils m'ont tout de suite alerté sur une chose que je trouve extrêmement pertinente. C'est que quand on est dans une situation très tendue politiquement, avec un gouvernement qui nous a maltraités, en qui on a perdu confiance, quand on a vraiment une grosse rupture de la part de beaucoup de monde, et je pense qu'il y a beaucoup de monde ici présent qui ne peut plus faire confiance en notre gouvernement sur pas mal d'aspects. Moi j'ai vécu des choses assez horribles à ce niveau-là. L'affaire Le Gay, j'étais aux premières loges. Et quand on a perdu cette confiance, en fait on n'a plus une autorité de référence, et dans une situation de crise comme celle du coronavirus, les gens sont un petit peu perdus, et c'est un terrain propice pour qu'il y ait des personnes qui profitent de la situation pour se mettre en avant, pour vous mentir, pour vous manipuler, pour se faire une petite gloriole, etc. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui ont fait ça, et j'ai essayé d'alerter tout au long de la pandémie sur ces dérives-là également. Donc j'ai donné, à mon avis, le gouvernement est responsable de cette situation, c'est gravissime, et on aurait dû faire beaucoup plus attention à une meilleure communication pour que les gens ne soient pas largués et perdus devant ce nouveau virus, parce que je me rends compte qu'à l'heure actuelle, le nombre de personnes qui n'ont pas les connaissances sur des choses élémentaires qu'on apprend en SVT, mais qu'on a oubliées, est assez important. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est qu'un système immunitaire, par exemple. Exactement. On parle du système immunitaire, on dit je veux le renforcer, mais on ne sait pas comment ça marche. Et donc il y a des choses comme ça que je trouve qui manquent, des choses simples, expliquer un peu comment ça fonctionne pour avoir moins peur de quelque chose. La peur, elle s'installe surtout quand on ne connaît pas. Et ce qui est gravissime, c'est qu'il y a des gens qui ont profité de la méconnaissance générale dans la population. Alors, je me présente comme quelqu'un qui sait, c'est un peu prétentieux, c'est vrai, hein, je peux avoir l'air prétentieux en le faisant. Mais la raison, c'est que j'ai fait un doctorat en biologie moléculaire.
et du coup que j'ai travaillé sur ça et que c'était actif dans ma tête. Quand je travaille sur les gaz lacrymogènes, je continue à travailler sur la biologie, et je m'intéresse et je lis des choses scientifiques. Donc du coup, moi j'étais encore dans ce domaine-là. Par contre, vous me posez des questions sur le droit ou sur je sais pas quoi, je suis incompétent, hein, je connais rien. Il se trouve juste que sur ce domaine-là, je m'y connaissais un petit peu. Et je me suis dit, c'est extrêmement dangereux, là, la situation qu'on vit, parce qu'il y a des personnes qui sont en train, je les voyais, de raconter des choses fausses en s'appuyant sur des choses semi-vraies et qui ont causé beaucoup de tort, je trouve, au sein de cette pandémie. Et donc j'essaye d'alerter à ce niveau-là, beaucoup de monde. Et quand j'ai vu ici qu'une de ces personnes était programmée pour parler sans contradicteur, sans quelqu'un qui dit « non mais attends, là tu dis quelque chose de faux, c'est pas comme ça que ça marche », pour qu'on puisse au moins avoir une contradiction, j'ai dit aux organisateurs, excusez-moi, là j'ai un petit stand sur les gaz lacrymogènes, mais vous avez mis en très gros des gens qui causent beaucoup de tort, énormément de tort, à mes amis. Et donc j'aimerais au moins qu'il y ait un contradicteur. J'ai donc été programmé comme contradicteur sur cette thématique, que je n'avais pas demandé vraiment, l'avenir de la santé. Et donc je me retrouve ici à être le contradicteur de quelqu'un qui finalement a refusé la contradiction et a été déplacé le jour précédent. Et je suis intervenu le jour précédent en disant je voudrais quand même répondre sur ces choses fausses que vous dites. Donc je suis prêt à répondre à toutes les questions qui se posent par exemple sur d'où vient le virus, sur comment ça marche le système immunitaire, comment on peut le renforcer, est-ce qu'il y a des traitements précoces ou pas. On a des éléments scientifiques qui permettent de répondre, on a des connaissances, on a des savoirs, et je me propose justement d'essayer, comme mon interlocuteur n'est pas venu, de donner ces réponses. Marche. Bonjour à tous, donc je m'appelle Marc Daoud, je suis le directeur de la publication du magazine Nexus. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une revue qui essaie tant bien que mal de s'attaquer aux angles morts des sujets non traités par les médias mainstream, hein, si on veut simplifier. Donc on existe depuis un certain nombre d'années. Pour ceux qui ont éventuellement fait des recherches sur Google, on est en procès contre Wikipédia actuellement à cause d'une diffamation qui est entretenue depuis des années, qui malheureusement ne sert pas le travail que l'on fait. Voilà, on est quand même une équipe de journalistes qui bossons depuis plusieurs années sur tous les sujets qui concernent la santé, l'économie, les sujets variés, tout ce que vous n'avez pas forcément retrouvé traité ou traité d'une certaine façon par les médias. Voilà, donc nous on a ce parti pris là, qui n'est pas évident, vu effectivement le positionnement des grands médias et des politiques sur certains sujets. Donc c'est pas évident pour nous, parce qu'on est un peu entre deux. On est entre la parole officielle sur plein de sujets, le traitement de ces sujets par des gens qui sont amateurs, qui sont pas journalistes, sur internet, donc on trouve de tout et n'importe quoi. Puis nous on est un peu entre les deux, parce que ces sujets sont intéressants la plupart du temps, mais l'angle journalistique nécessite quand même une certaine rigueur qu'on ne retrouve pas forcément. Donc voilà, donc on est vraiment on va dire les fesses entre deux chaises, et du coup ça nous donne une position très difficile à tenir, mais qui est très intéressante du point de vue journalistique. Et la crise du coronavirus et cette gestion sanitaire depuis plus d'un an en France et dans le monde nous a apporté énormément de matière à exploiter de notre angle journalistique, alors qu'on n'était pas du tout un média qui s'occupe des informations d'actualité très chaudes. Voilà, généralement, on s'intéresse à des sujets tièdes, voire froids, on essaie un petit peu de prendre du recul. Et vu la situation, pour nous, qui semble dramatique par rapport au traitement de l'information, à l'absence de débat éclairé, de contradictions apaisées, voilà, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, et puis tout le monde peut se tromper, mais on n'a pas trouvé d'espace de dialogue et de débat cohérent, et du coup on s'est un petit peu investi là-dedans. Donc on a beaucoup participé à relayer, à traiter, à analyser des informations qui nous semblent toujours très intéressantes et malheureusement très peu étudiées par nos confrères. Et voilà, du coup on a un recul aujourd'hui. Voilà, on n'est pas des journalistes scientifiques, on est des journalistes,
Et on a remis l'enquête au cœur de notre démarche. Et on se rend compte qu'il n'y a presque plus d'enquêteurs dans ce pays. Il n'y a plus de budget pour ça. Et les grands médias, malheureusement, n'investissent pas ou très peu de moyens là-dedans. Donc on a une approche qui est purement journalistique. Et c'est vraiment la posture que je vais avoir et que je vais préserver. Puisque voilà, on s'intéresse avant tout aux faits. Et en un an d'enquête, à plusieurs journalistes, on a trouvé beaucoup d'éléments très interpellants. J'espère qu'ils vont pouvoir alimenter le débat et éclairer un petit peu mieux la situation. Et puis, tout en respectant évidemment l'aspect contradictoire et puis l'échange et le débat. Alors, on va passer la seconde. Pour entrer dans le vif du sujet, des exemples, du concret, du factuel. Ah bah là, le dernier en date, je vous donne juste un petit scoop, c'est que aujourd'hui, par exemple, ce qu'on vient de découvrir, c'est que les fameux tests PCR faits dans les tentes qui pullulent un peu partout en France sont réalisés par des boîtes dont la gestion est totalement opaque, dont le recrutement des personnels qui sont au sein de ces tentes est totalement, on va dire, absente de tout contrôle. Et il y a des gens dans notre entourage qui se sont fait embaucher pour aller tester des Français alors qu'ils ne sont même pas étudiants en médecine. Voilà la situation dans ce pays. Malheureusement, aucun journaliste n'enquête et on est obligé aujourd'hui de passer par des voies d'enquête traditionnelles pour se rendre compte que les Français sont testés par des sociétés privées qui embauchent n'importe qui. Et ça, c'est qu'une goutte d'eau. Hein. Après, le protocole de tests, le calibrage des tests, les amplifications, on a découvert énormément de choses anormales. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'autres exemples, je dirais le fait qu'aujourd'hui, concernant les vaccins, il y a énormément d'informations qui nous montrent que les tests continuent d'être encore effectués, qu'il y a énormément d'inconnus. Je ne sais pas si vous entendez, ou on va laisser passer un peu la... Les conflits d'intérêts, il y a une différence. Mais non, moi la question c'est, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Aucun conflit d'intérêts, aucun intérêt. On a un média indépendant. Voilà, elle est arrivée. Et voilà, pour ceux qui se posent la question, on est financé par personne que par nos lecteurs. Donc pas de publicité, aucune monétisation sur YouTube ou Facebook. Voilà, et juste pour finir, ouais, effectivement, les liens d'intérêt, grosse question aussi. Il n'y a pas besoin d'être un très grand enquêteur pour voir aussi que c'est légitime de se poser cette question et d'aller vérifier un petit peu qui nous parle, de quel point de vue les gens qui nous parlent à la télé sont ou pas rémunérés par tel ou tel laboratoire, ce qui ne veut pas dire que forcément ce qu'ils disent est faux, mais en tout cas ça mérite d'être posé sur la table, voilà, je pense que... J'aurais une réponse à apporter justement à ce que tu viens de dire, on peut se tutoyer. Hein. Ah oui, moi il n'y a pas de souci. Alors, c'est justement intéressant la deuxième chose que tu présentes, donc le fait que les vaccins soient encore en test. C'est quelque chose... Est-ce que tu as regardé ce qu'a fait l'agence Reuters, par exemple? Non? J'ai dû voir, mais alors... Moi, je leur fais pas confiance nécessairement. Hein. Je fais pas confiance à ce genre d'agence, mais je fais confiance à personne. Je fais confiance à aucune source d'information de base. Je préfère vérifier l'information. Donc j'ai regardé ce qu'ils ont dit, et ensuite j'ai vérifié ce qu'ils disaient. Et ce qu'ils disaient est exact. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a les essais cliniques qui sont déclarés, c'est ce que tu as dû trouver, qui sont déclarés jusqu'en 2023. Et ça, tout le monde l'a vu. Et cette déclaration jusqu'en 2023, c'est pour qu'on suive les personnes qui ont été vaccinées au-delà de la phase de test. On a publié les résultats pour l'autorisation de mise sur le marché. Mais ça concerne ces personnes sur lesquelles on a essayé le vaccin avant de le mettre sur le marché. Ça ne veut pas dire que les vaccins sont actuellement expérimentaux sur la population générale. Sur la population générale, les vaccins ont été validés. On vaut mieux le laisser finir, ce sera plus intéressant. Sur la population générale,
les vaccins ont été validés, vous pouvez huer si vous voulez, mais c'est factuel. Et il y a un dossier que vous pouvez consulter sur le site de la FDA. Voilà. Vous pouvez tout simplement aller sur le site de la FDA, consulter le dossier complet. Les agences européennes ont également publié ces dossiers. Et je voudrais juste te poser la question, est-ce que du coup tu l'as consulté ce dossier, toi? Est-ce que tu l'as lu? Alors pour être honnête, je pourrais intervenir à un moment parce que justement ça c'est intéressant. Excusez-moi de mon retard, je suis souvent en retard et là c'est vrai que j'ai dormi 3 heures cette nuit, donc bref, j'ai révisé un petit peu mes notes. Et merci pour votre accueil et bonjour Alexander. On s'était eu au téléphone quand on parlait des gaz lacrymogènes, je sais pas si tu t'en rappelles, il y a 2 ans. On avait passé un petit moment au téléphone et je savais pas qu'on allait se retrouver aujourd'hui sur un sujet aussi important que ceux des vaccins ou des injections géniques, ça dépend comment on les voit. Ah non, c'est pas une injection génique. Disons que chacun son point de vue. Moi, c'est pas un point de vue, c'est objectif, hein, je suis désolé. Objectivement, je pense que c'est une injection génique. Et ce que je voulais dire par rapport au document que tu cites, Alexander, c'est les autorisations de mise sur le marché conditionnelles de l'EMA. Donc l'EMA, c'est l'Agence européenne du médicament, qui ont été l'objet d'ailleurs d'une de mes interventions à la fin en question il y a quelques semaines, dans lequel on voit clairement que les études cliniques doivent être rendues respectivement pour Moderna en décembre 2022, pour Pfizer et Johnson & Johnson en décembre 2023, oui c'est ça, et en mars 2024 pour AstraZeneca. Alors je ne sais pas ce que ça représente pour toi Alexander, que ces études cliniques qui doivent être finalisées pour ces dates-là, pour moi ça représente le fait qu'on n'a pas fini d'étudier le sujet, par définition. Après, chacun interprète comme il veut. Alors, on va expliquer un petit peu des choses de... Tu es biologiste? Je suis mathématicienne. Mathématicienne, donc tu ne connais pas très bien le système immunitaire? Bac C mention bien, ça te Je te pose la question, est-ce que tu connais... Est-ce que tu connais le système immunitaire? Est-ce que tu sais comment ça marche? Sûrement pas aussi bien que toi. Est-ce qu'on peut placer le cadre, calmement, expliquer ce que c'est que le système immunitaire, pour comprendre comment ça fonctionne? Donc pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir ce que c'est qu'un système immunitaire. Le système immunitaire, en gros, c'est notre organisme qui va fabriquer... c'est bon, on sait ce que c'est qu'un système immunitaire. Alors vous avez le choix entre avoir du savoir qui se transmet ou alors ne pas vouloir savoir. Voilà. Donc maintenant on se calme un petit peu, juste on parle calmement, on dit ce que c'est que le système immunitaire. C'est des anticorps qui sont fabriqués avec des formes aléatoires. C'est-à-dire que votre corps, il va fabriquer des tas de formes au hasard, de toutes les formes qui peuvent exister. Et ces anticorps, ils vont être sélectionnés, ils vont passer par un petit processus de sélection dans le thymus, et on va choisir ceux qui ne reconnaissent pas le soi, qui ne vont pas réagir avec notre corps. Du coup, les seules formes qui circulent sont celles... Oh là, s'il vous plaît. Donc, Attends, 2 secondes, s'il vous plaît. Nous sommes sur un... Non, mais 2 secondes. Apprenons s'il vous plaît, à apprendre à écouter les gens. Soyons bienveillants. Nous sommes dans une discussion où il y a de la contradiction. Acceptons la contradiction. Après, ça n'empêche... Pardon? Non, mais on est d'accord. On est d'accord que c'est un sujet brûlant. On est d'accord que c'est un sujet où il y a beaucoup d'opacité, etc. Donc là... j'aurais presque envie de dire, nous avons la chance d'avoir des gens qui ont des idées divergentes, entendons ce genre de choses et ayons cette faculté d'écoute, d'accord? Voilà, c'est ça aussi à grandir. Je vous remercie de votre compréhension, nous continuons. Bon, je remercie l'intervention et je vais juste dire une chose, il y en a qui m'aiment pas personnellement ou qui pensent que je roule pour quelque chose ou j'en sais rien. Je propose à ces personnes juste de me laisser parler, de partir. On se respecte juste, on s'explique des choses. Moi, l'idée que j'ai là, ici, c'est de vous donner des savoirs élémentaires, parce que certains les ont peut-être déjà, ça les ennuie, je comprends, mais tout le monde ne les a pas, tout le monde ne sait pas comment ça marche le système immunitaire. Et donc déjà, si on comprend comment ça marche, on a peut-être un peu moins peur des vaccins, on sait comment ça marche. Je vous incite pas à vous vacciner, je vous dis pas vaccinez-vous. Je vous dis juste, comprenons comment ça marche, sachons ce que c'est. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, ah Alex, t'as pas pensé à ça. Si vous avez des choses où vous n'êtes pas d'accord, factuel sur ce que je raconte, levez la main et à tout moment, il n'y a pas de souci. Vous me direz, ça c'est faux, le système immunitaire ne marche pas comme ça, là on peut discuter. Mais toi, t'es pas d'accord sur une chose? Non?
On va donner la parole. D'accord, je vais essayer d'employer plus le conditionnel pour te faire plaisir, je vais essayer. Voilà. Mais en tout cas, le système immunitaire, lui, c'est quelque chose qui est c'est pas quelque chose que moi je vous dis, c'est quelque chose que tous les scientifiques du monde ont étudié depuis des années, quoi. Enfin, il n'y a pas Louis Fouché dirait pareil que moi. Voilà, j'ai une objection, votre honneur, mais je la dirai après. Ouais. Donc, le système immunitaire, ça fonctionne d'une façon où on va créer des formes aléatoires et on va éliminer les anticorps qui reconnaissent le soi. Parce que si jamais on a des anticorps qui circulent qui reconnaissent le soi, on va avoir une réaction immunitaire contre nous-mêmes. Et donc notre corps va être agressé par notre système immunitaire. Donc on va avoir des formes aléatoires qui circulent dans notre organisme et qui reconnaissent tous les corps étrangers. C'est comme ça qu'on se protège, entre guillemets, contre les corps étrangers qui rentrent dans notre corps. Si un virus, une bactérie, un pathogène quelconque rentre dans notre organisme, il y aura des anticorps très rares qui vont pouvoir le reconnaître. Quand ils le reconnaissent, par hasard, parce qu'on a toutes les formes possibles, donc il y a une forme qui va le reconnaître, là il va se déclencher une réaction immunitaire, notre corps va combattre ça, et c'est là qu'on va avoir ensuite des anticorps mémoire qui vont être faits. Donc finalement, on n'a pas besoin de vaccin ou de quoi que ce soit, on peut laisser un virus ou une bactérie nous infecter et on pourrait être immunisé derrière. Ça c'est le truc qu'on connaît. Tout à fait. Maintenant, l'avantage du vaccin, c'est un gars qui s'appelle Jenner qui a eu cette idée. Il s'est rendu compte qu'il y a des maladies qui tuaient quand même pas mal de monde, notamment la variole. Et il s'est dit, tiens c'est marrant, dans les campagnes, ils ne chopent pas cette maladie, et en ville, ils la chopent. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à la campagne qui fait qu'ils ne chopent pas la maladie et qu'en ville, ils ont cette maladie? Et il y avait une maladie qui était un peu similaire, qui était une maladie de la vache, la vaccine de la vache, qui était transmissible à l'homme, mais qui faisait un peu moins de symptômes, qui était un peu moins violente. Et du coup, on a dit, on va tester, c'est peut-être à cause de la vaccine, les gens qui ont eu la vaccine, qui sont immunisés contre les maladies les plus graves. Et donc il va prendre ce virus moins grave, et l'injecter à des personnes de la ville, entre guillemets, pour voir comment ça fonctionne. Et effectivement, les gens de la ville n'attrapaient plus la maladie. Et donc en fait, finalement, ce qui est bien dans ce système immunitaire, c'est qu'on peut lui présenter quelque chose, il va le scanner, sans souvenir, et nous protéger contre. Et donc, si on lui met un élément qui n'est pas dangereux, mais qui a la même tête que le virus, notre corps, il va scanner le virus, sans souvenir, et nous en protéger. Il y a une question ? Ça, vous êtes en train de... Ah, je ne suis pas du tout dans la médecine de tout ça, d'accord? Par contre, vous parlez d'une chose qui, à mon avis, les sources, elles viennent de Pasteur, on est bien d'accord? Les sources ne viennent pas seulement de Pasteur, ça vient d'énormément de recherches. Est-ce que vous connaissez Béchamp? Je connais tout à fait Béchamp, je connais ses théories. Qu'est-ce qu'il dit Béchamp? Alors, ça c'est des choses qui sont liées... Alors, je vais répéter ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce que vous connaissez Béchamp? En fait, il y a des personnes qui ont lancé des... Alors, il y a une opération qui était une opération russe qui s'appelle l'opération Infection, avec un K, je vous invite à regarder, qui ont lancé des fausses rumeurs sur le sida, qui ont dit que le sida serait une maladie qui ne serait pas causée par un virus, mais qui serait une maladie qui serait parce que les toxicomanes prennent des molécules, etc., etc. Et ils vont lancer des tas de théories alternatives sur l'origine de certaines pathologies. Et ils vont se servir d'anciennes théories de personnes d'un autre âge, en fait, où on n'avait pas toute la biologie moléculaire d'aujourd'hui, où on n'avait pas toutes les connaissances d'aujourd'hui, notamment des théories théoriques, en fait, de quelqu'un qui réfléchissait sur du papier, comme Béchamp. Et ils vont mettre en avant des choses qui ne sont pas du tout d'actualité, parce qu'aujourd'hui on sait observer des virus. Par exemple, le virus du sida, on l'a isolé, on le voit, on peut le voir. Et... Je vais juste intervenir pour dire que, à ma connaissance, et d'après les médecins que j'ai consultés, y compris Tal Chaler récemment, nous dit que Robert Gallo, qui était responsable d'une partie du lien entre le HIV et le sida, n'a pas pu produire de preuves que c'était lié. Mais c'est un peu annexe comme sujet, même si on parle de ça à l'instant, donc c'est pour ça que j'en parle. Moi je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport au système immunitaire. Tu disais, dans ce que j'ai compris, que c'était exclusivement les anticorps qui constituaient le système immunitaire. Or, de ce que je vis et de ce que j'ai lu, le microbiote est très important dans le système immunitaire, les bactéries, et pour revenir sur Béchamp, les microzymas qu'il évoque comme
des particules qui sont inhérentes à la vie et qui produisent ou se transforment en virus, bactéries, en micro-organismes qui permettent en fait de nettoyer le corps. Donc je pense que quand tu dis que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le système immunitaire, c'est les anticorps, etc., je pense qu'on omet une partie de la réflexion. Je sais pas ce que tu en penses. Alors moi je pense que là, est-ce que tu réalises que les microzymas et ces théories-là, c'est complètement fumeux, qu'on est à une autre époque non, là. mais ça sert à rien de faire moi, on est vraiment à une autre époque au niveau des connaissances. Je pense que le débat, il est intéressant et moi je pense qu'il faut argumenter. Il ne s'agit pas juste de botter en touche en disant ça n'a aucune valeur ce que tu viens de dire. Il faut argumenter, donc on t'écoute pour tes arguments. Si tu veux, alors les microzymas, la théorie des microzymas, énonce-la moi clairement, déjà pour voir si tu... Moi je ne suis pas médecin ni biologiste, donc moi je répète ce qu'a dit Béchamp et Beljanski aussi, qui ont les deux été évincés, éludés de l'histoire. Hein. Tout à fait, parce qu'en fait, ils ont fait des théories complètement farfelues à une époque où on n'avait pas des microscopes aussi puissants qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te permet... à une époque où on n'a pas des microscopes. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est des théories farfelues? Parce que c'est bien d'insulter, mais c'est bien d'argumenter aussi. Bah justement, je suis en train de le dire. Alors, il y avait des microscopes à cette époque-là qui ne permettaient pas d'avoir la résolution qu'on a aujourd'hui. Et donc, du coup, on voyait des choses très floues au microscope. On voyait des petites particules, on voyait des choses qu'on ne comprenait pas trop. On n'avait pas encore découvert l'ADN, on n'avait pas encore découvert l'ARN, on ne savait même pas ce que c'était qu'une protéine d'un point de vue structurel, donc il en avait très peu de connaissances à l'époque où ces théories ont été mises en place. Et l'ensemble des connaissances ont évolué entre-temps, et depuis, on s'est rendu compte que les petites particules que cette personne prenait pour des microzymas sur lesquels il a fait une théorie, sont en fait des vésicules, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui existent. Oui, on peut... Alors, une cellule en biologie, elle peut excréter des choses, c'est-à-dire qu'elle va produire, par exemple, il y a des cellules à mucus qui produisent du mucus, des choses comme ça. Donc on va voir, on a aujourd'hui acquis énormément de connaissances. La littérature scientifique est extrêmement riche, il y a beaucoup de laboratoires de recherche, il y a plein de choses qu'on a pu trouver en 90 ans, en 100 ans, je ne sais plus quand c'est, de quel camp date Béchamp, mais c'est extrêmement ancien, et on a acquis énormément de nouvelles connaissances depuis. Et les personnes qui alors, attends, juste pour compléter, Béchamp, il est né en 1816, mais pour ce qui est de Beljanski, il est né en 1928 et le virus et l'ADN ont été découverts en 1953. Ouais. Et Beljanski était tout à fait vivant et actif à ce moment-là. Donc si les virus ont été découverts à cette époque-là, je pense que Beljanski avait également les outils pour voir les choses qu'il a vues et pour définir ce qu'était un virus ou un système immunitaire. Parce que tu invoquais le fait que la technologie ne le permettait pas, or on voit que ça se passe aux mêmes années. Alors, la technologie ne permettait pas d'identifier les particules qu'il appelle microzymas, parce qu'on n'avait pas, par exemple, ce qui s'appelle la microscopie électronique à balayage. C'est une technologie qui est beaucoup plus récente et qui permet... Alors, ça, il faudrait faire de l'optique. Je vais vous dire un truc un peu compliqué pour moi, là. Vous connaissez le théorème de Brandolini? C'est le théorème selon lequel l'énergie qu'il faut investir pour répondre à des bêtises est beaucoup plus importante à déployer que l'énergie qu'il faut pour dire une bêtise. Et ça, c'est vrai de manière générale. Et donc, malheureusement, il va me falloir énormément de temps, et le temps de parole ne peut pas être équitable si jamais je dois répondre à ce genre de choses. Oui. Je préviens. Alors. Donc, si vous voulez que je réponde à ce genre de choses, je veux bien. Mais alors là, on en a pour 3 heures. Alors. Parce qu'il va falloir quand même dire que le microscope électronique à balayage permet d'avoir une résolution qui permet de voir ce genre de choses, de voir que les microzymas et ces théories-là n'avaient pas lieu d'être en fait. C'est des erreurs, on peut se tromper. La théorie était belle, elle tenait la route sur le papier, mais entre-temps, on a trouvé de nouvelles choses. On sait ce que sont ces particules qu'il voyait. On sait qu'il voyait autre chose, il voyait des taches sur son microscope. C'est justement, est-ce que tu as vu ce que c'était que les cellules à mucus qui excrètent du mucus? Voilà. Tu as déjà vu les photocopies de microscopie électronique à balayage? Non. Oui. On va pas faire une microscopie électronique à balayage. On ne va pas faire un jeu de joute, s'il te plaît. On va animer le débat. On va continuer avec toi. Tu vas prendre la parole. Et après, on va donner la parole à quelques personnes. Et toujours. Voilà. Voilà. Qu'on respecte un peu la prise de parole un peu de tout le monde. Merci. Vas-y. Alors, riche débat.
Juste, Très riche débat. Très riche débat. Et on profite aussi, on a un docteur en biologie, donc on en profite. Et moi, sincèrement, pour être très honnête, j'avais pas gardé le détail de tout ce qui concerne les anticorps aléatoires et tout ça. Donc c'est très important quand même de rappeler certains fondamentaux. Et effectivement, c'est pas inutile, même si on est en désaccord. Et ça peut permettre de mieux comprendre les choses. Donc moi je te remercie par rapport à ça, parce que effectivement le système immunitaire, je le connais de mon point de vue, mais j'ai moins de détails que toi très certainement. Et pour revenir un petit peu au débat sur Béchamp, moi j'en parlerai pas parce que effectivement c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au sein de la rédaction, mais c'est quelque chose qui nécessite une grosse enquête, qui nécessite beaucoup de travail. Et pour l'instant, on a lancé un petit peu le sujet au sein de l'équipe. J'en parlerai pas parce qu'effectivement, bon, pour l'instant, j'ai pas d'éléments. Donc, en tout cas, Béchamp, pour lui, c'était le terrain est tout, le virus n'est rien. Bon, et les autres pensent que c'est. Donc, personnellement, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller sur ce terrain-là. Par contre, je voulais rebondir sur le reste parce que là, c'est intéressant et on a des informations factuelles. Pour ce qui concerne les vaccins. Il y a 4 vaccins principaux là, qui sont un peu mis sur le devant de la scène, le Pfizer, le Moderna, le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca. Voilà, on les connaît un petit peu tous. Le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca sont des vaccins à adénovirus. Sur ces vaccins, je vais juste citer les propos d'Axel Kahn. On ne va pas taxer d'être complotiste ou d'être on va dire complice avec les gens qui ont des théories alternatives. En tout cas, lui, le 27 novembre 2020, donc Axel Kahn, généticien, interview pour l'usine Nouvelle, qui avoue « J'avoue que j'attendrai pour les vaccins adénovirus recombinants pour lesquels il convient d'exiger une étude d'innocuité très poussée. » Voilà, c'est une phrase qui, au moins, venant de sa part, commence à faire réfléchir. Et c'est vrai que ces vaccins sont réalisés à partir d'adénovirus, on va dire de chimères, qui recombinent des parties de virus, du Covid, avec virus du chimpanzé ou autre. Ce qui est sûr, en tout cas selon mon point de vue en tant que journaliste, c'est qu'il est légitime de se poser des questions sur ces vaccins, qui n'ont rien à voir avec les autres, qui sont ARN messagers, et sur lesquels j'ai envie d'insister un petit peu, puisque effectivement le Pfizer, c'est celui qui est mis en avant, qui est principalement utilisé en France. Et sur ce vaccin, et celui de Moderna, qui vont prioriser sur... Tu avais quelque chose à dire? Petite remarque rapide, oui. Si tu veux bien. Tu as parlé d'adénovirus, oui. Pfizer et Moderna, tu sais qu'il n'y a pas d'adénovirus avec, c'est juste un ARN. Oui, oui, justement, c'est ce que je disais, c'est que c'était deux typologies de vaccins différents, donc les adénovirus sur lesquels Axel Kahn dit qu'il a voilà, il attend aussi des études complémentaires pour l'innocuité, voilà, et les deux autres qui sont des ARN messagers, donc une capsule de lipides, on met un ARN dedans, et l'ARN est censé voilà, demander en tout cas au corps, à nos cellules, de fabriquer cette fameuse protéine spike pour que notre corps reconnaisse, au lieu d'attendre ces fameux anticorps aléatoires. Donc voilà, on a compris le principe. Et personnellement, je ne suis pas du tout anti-vax sur le principe, hein. Au contraire, je trouve l'idée intéressante. Ce que je trouve un peu moins intéressant, c'est lorsqu'on a des technologies qui posent des questions légitimes. Celle-ci, selon mon point de vue, donc encore une fois journalistique, pose énormément de questions. Et j'en veux pour preuve un article du Monde du 16 janvier 2021, donc, qui parlait des fameux documents qui ont été volés à l'Agence européenne des médicaments. L'article s'intitule comme ceci: « Ce que disent les documents sur les vaccins anti-Covid-19 volés à l'Agence européenne des médicaments ». Donc je continue de citer l'article. « Ces documents dérobés puis diffusés sur le dark web montrent la pression à laquelle faisait face l'agence pour approuver au plus vite le vaccin Pfizer. » Bon, jusqu'ici, on se pose des questions, sauf qu'ensuite, il y a un point bloquant très inquiétant, là, que peu de médias ont relayé de manière, je pense, à la hauteur, en tout cas, que de l'information de ce qu'elle révèle, c'est que l'ARN, qui est l'élément crucial du vaccin, dans cet article, on y apprend que dans les essais cliniques, ces vaccins utilisés avaient un ARN intègre. Alors, ils vont essayer de voir si l'ARN, la pureté de l'ARN dans les vaccins. C'est-à-dire à quel degré on arrive à avoir une certaine forme de pureté, et donc on imagine que au-delà, ce sont des impuretés. Donc, pour les essais cliniques, ils avaient des lots de vaccins dont l'intégrité était comprise entre 69 et 81%. C'était le deal, c'était le contrat. Donc d'ARN intègre.
Sauf que dans les documents qui ont été volés, on y découvre que l'Agence européenne du médicament signale un point bloquant auprès de l'industriel pharmaceutique, c'est-à-dire que sur les lots qu'ils ont fabriqués ensuite sur les nouvelles lignes de production pour pouvoir assurer la demande en fonction de la nouvelle offre qui commençait un petit peu à grossir, donc forcément ils vont changer les chaînes de production, ils vont changer ils vont accélérer un petit peu, j'imagine, la cadence, on imagine pourquoi, mais du coup on se retrouve, eux ils se sont retrouvés à constater que sur des lots de vaccins, on avait en moyenne des ARN intègres à 59%, et sur d'autres lots jusqu'à 51%. C'est-à-dire qu'on est passé d'un ARN intègre à la base dans le contrat qui était entre 69 et 81%, et ensuite constaté par l'Agence européenne du médicament entre 51 et 59%. La question légitime que je me pose moi en tant que citoyen, en tant que journaliste, c'est-à-dire quid de l'efficacité déjà, premier point, du vaccin, en sachant que du coup, si l'intégrité diminue, c'est que les impuretés augmentent. Et deuxième chose, quid de la sécurité de ce vaccin, comment va se comporter l'ARN, comment vont se comporter ces autres bouts d'ARN, ces impuretés. Selon moi, pour l'instant, et depuis cet article, on n'a eu aucune information. Alors, j'ai envie de poser une question, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Simplement, j'ai deux questions à poser. La première, est-ce qu'on peut faire confiance à un vaccin quand on a aussi peu de temps pour faire les analyses? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ou plutôt, quel est le hit parade avec le pourcentage d'efficacité concernant ces fameux vaccins qui sont sur le marché? Moi, sincèrement, parce que, excusez-moi, moi, j'avouerai que je nage un petit peu, voire même j'ai beaucoup la tête sous l'eau, et j'ai besoin d'avoir des réponses extrêmement simples, parce que là, si on se noie dans et ça, je vous parle à tous les trois, ayant un langage extrêmement simple, parce que je pense que c'est un sujet ultra brûlant, il y a beaucoup d'informations, de fausses informations, de contre-informations, et là les questions sont simples. Je comprends, moi je vais vous dire juste une chose, et c'est un truc qui me gêne beaucoup, c'est que c'est pas une question de confiance ou de croyance. Moi je ne crois ni en vaccin, non, c'est pas une croyance. Excuse-moi, je rebondis, pardon, c'était peut-être pas ton intention, mais je rebondis parce que l'utilisation de ces mots, moi, me pose problème en tant que journaliste. J'ai pas ni à avoir confiance, ni ne pas avoir confiance. Je relève des faits, et à ces faits, je pose des questions auxquelles on ne me répond pas. D'accord. Et après, c'est pas à moi de dire est-ce que je dois avoir confiance, parce que la confiance, c'est quelque chose d'intime. Donc ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Oui, j'ai pas à moi en tant que journaliste, et je pense même à un scientifique, et moi je suis outré, et d'ailleurs je suis content que tu dises, je suis pas là pour vous dire de vous faire vacciner ou pas, parce qu'à la télé on me dit faites-vous vacciner. Et ce qui me gêne, c'est qu'on associe un acte médical à une confiance, une croyance, alors que pour l'instant, les journalistes qui se posent des questions n'ont aucune réponse. Donc je suis désolé pour les éléments de détail un petit peu techniques, mais ça me paraît primordial de savoir que le produit principal, crucial du vaccin, cet ARN messager, ils sont incapables de nous garantir sa pureté dans les proportions qu'ils ont citées. Donc ça veut bien dire qu'ils sont allés un petit peu trop vite. Alors là, la conclusion, c'est pas à moi de la donner. Je vais vous donner des éléments de réponse sur ça. Alors, moi je suis pas là pour défendre qui que ce soit, et j'ai pas confiance non plus. Je le dis, j'ai pas confiance ni aux agences sanitaires européennes, ni américaines, etc. Je préfère relire moi-même. La difficulté qu'on a, par contre, c'est qu'on n'est pas tous compétents pour comprendre ce qu'il y a écrit dans ces gros documents de 80 pages. Donc la plupart des gens sont obligés finalement de choisir en qui ils font confiance. Et il y a effectivement des éléments qui peuvent faire peur, des choses qui peuvent inquiéter. Il y a des gens qui vont être désinformés par des menteurs aussi à droite et à gauche, aussi bien institutionnels que non institutionnels. Donc moi je vais essayer de répondre vraiment avec mes connaissances sur ce que j'ai lu dans ce dossier et ce que j'ai compris de tout ça. Je ne suis pas au courant, je vais être totalement transparent, je n'ai pas regardé en détail ces histoires d'impureté. Par contre, j'ai vu d'autres histoires d'impureté dans le dossier de la FDA. Donc je vais parler des autres histoires et je me suis posé une question sur ça. Donc, j'aimerais bien quand même placer ce que c'est que comment ça marche cet ARN, qu'on comprenne que déjà ce que c'est. Un ARN, on en fabrique tous les jours. Nous, notre corps, il en fabrique des milliards en ce moment même. On fabrique des ARN à partir de notre ADN. Et ces ARN, ils permettent de fabriquer des protéines avec la machinerie du corps. L'idée de ces vaccins, ce qui était novateur, c'est qu'au lieu d'injecter un truc qui ressemble au virus pour que le corps le reconnaisse et le scanne, on va injecter un ARN pour que notre corps le fabrique, cette protéine. Donc c'est finalement une petite nuance.
Et c'est quelque chose de tellement élémentaire, tout le monde se disait ça va jamais marcher, on n'a pas tellement essayé. Et en fait, ça a marché. Et du coup, c'est complètement dingue pour beaucoup de monde parce que c'est tellement simple. Ce qui a marché, attendez, ce qui a marché, c'est que la protéine est fabriquée. D'accord? Donc, on reste précis sur les termes, la protéine a été fabriquée, ça a marché. Et en plus, une fois qu'elle a été fabriquée, la réaction immunitaire a eu lieu et on a produit des anticorps. Et donc, on est effectivement protégé, on est contre le virus, parce qu'on a les anticorps mémoire qui sont créés, qui sont induits. Ça a fonctionné. Cette partie-là, elle est sûre, elle a fonctionné. L'ARN messager, donc du coup, on peut s'en inquiéter, on peut se dire, mais ouais, mais c'est quand même un corps étranger qu'on injecte. Mais en fait, vous en mangez dans votre alimentation, les ARN messagers, parce qu'il y en a 3 tonnes, en fait, il y en a partout. Dans tout ce que... C'est vraiment partout, partout, partout. Par contre, cet ARN messager-là, ce qui est spécial, c'est qu'on l'a mis dans une enveloppe, le polyéthylène glycol, PEG, ou d'autres formulations, oui, en gros du gras, pour faire simple, qui va permettre de fusionner avec les membranes et de faire rentrer l'ARN dans nos cellules. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Quand on mange, l'ARN, il ne va pas rentrer dans nos cellules. Il est dégradé, il est coupé en morceaux. Cet ARN qui rentre dans nos cellules, qu'est-ce qu'il va y faire? Il n'est pas si dangereux que ça, parce qu'en fait, notre corps, il détruit tous les ARN tout le temps. La durée de vie d'un ARN est très courte. Donc, il va être traité comme tous les autres ARN, il va être détruit. Mais avant d'être détruit, il va quand même faire une action. L'action qu'il fait, c'est de produire la protéine correspondant à cette séquence. Donc si on a un ARN complet et intègre, on va produire un spicule entier et intègre. Il n'y a pas de souci. Si l'ARN maintenant il est cassé, parce qu'en fait les ARN c'est ultra fragile. Moi j'ai bossé sur des ARN, en fait il fallait être dans des chambres froides, avec des gants, etc. Parce qu'au bout des doigts vous avez une enzyme qui s'appelle la RNase, et à peine vous touchez, la RNase elle détruit tout. Elle détruit tous les ARN. Donc du coup comme c'est extrêmement fragile et sensible, il peut très rapidement y avoir des dégradations de la casse. Donc du coup, on s'est dit, donc je ne savais pas les pourcentages exacts, mais voilà, on a dit, bon, il faut au moins un certain pourcentage d'ARN complet pour avoir assez de spicules pour faire cette réaction. Et donc on a mis en place ce cadre, on a dit, il faut ça. Je ne suis pas au courant des lots qui sont manquants, il faudra que je regarde en détail, je veux bien regarder, ça peut être très intéressant si jamais la réaction immunitaire n'a pas lieu chez les personnes qui ont eu ces lots, ça peut être problématique. Il leur faut peut-être une 3e dose, ce qui serait, voilà. En tout cas pour avoir l'immunité. Hein. Voilà. Et... oui. Mais l'ARN messager ensuite, l'ARN messager, s'il est dégradé, s'il est coupé en morceaux, pose certaines inquiétudes. Parce que c'est notre problème avec ce vaccin. Qu'est-ce qui n'a pas été encore fait? Alors, on a beaucoup de choses qui ont été faites, et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Excusez également quoi. Alors, on rebondit, on est là pour rebondir. J'aurais une question subsidiaire à Alexander, est-ce qu'il va se faire vacciner, est-ce qu'il s'est fait vacciner? Mais on garde ça pour la fin, je pensais bien un peu de suspense. Tu disais, on est protégé. Oui, à la limite, il fait comme il veut, il répond pas. Parce que c'est vrai que ça, c'est quand même que le vaccin, à la limite que le vaccin soit prouvé pas du tout, on va dire, offensif pour le corps humain, on s'en fout. Mais aujourd'hui, le secret médical a été bafoué. Les gens se demandent, est-ce que tu te fais vacciner ou pas? En fait, rien que ça, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé qu'on a changé de paradigme médical. C'est-à-dire que oui, il faut enquêter sur les vaccins et nous on le fait. Après, on s'enrichit ou pas des connaissances. Je viens d'apprendre aussi quelques petites choses sur le détail précis du fonctionnement de l'ARN et tout. De toute façon, c'est intéressant. Mais en tout cas... Oui, voilà, moi je voulais rebondir sur le fait que tu disais, une fois qu'on a ce truc dans le bras, on est protégé. Alors, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, Olivier Véran, Robert Redfield, pas Redford, Redfield, le directeur du CDC, et d'autres spécialistes, Claire Anne Sigris, chez nous à Genève, qui est responsable de la chaire de vaccinologie européenne depuis 2000, toutes ces personnes s'accordent à dire qu'on n'a aucune information sur la transmission du virus une fois qu'on est vacciné, et aucune donnée sur le fait de pouvoir tomber malade à la suite de ce vaccin. Donc protéger, ça reste à démontrer. Et puis, d'un autre côté, on a l'ANSM, l'Agence nationale pour la sécurité du médicament, la santé et la sécurité du médicament, qui nous dit que c'était qu'en fin mai, on était à 35 000 effets secondaires, effets indésirables, dont plus de 25% étaient graves. Alors, dire qu'on est protégé, c'est un peu rapide, je pense. Aux États-Unis, ils ont
répertorié 300 000 effets indésirables, graves, après la vaccination. Un rapport récent de la NSM parle aussi des femmes enceintes et du fait que sur les 28 effets sur des femmes enceintes, 14 étaient par rapport à des fausses couches avec le vaccin de Pfizer. Donc tout ça, il faut en parler quand même. Dire qu'on est protégé, c'est un peu rapide. On sait que les enfants, par exemple, en tout cas en Suisse, depuis plus d'1 an, il y en a 3 qui seraient décédés du Covid. 3 sur 8,5 millions d'habitants. Et pour autant, on veut vacciner, en tout cas les scientifiques de la Task Force, comme ils s'appellent, chez nous, recommandent la vaccination des enfants. Et disent qu'à partir de 10 ans, les enfants peuvent prendre la décision sans consulter leurs parents. Quelle est la logique là-dedans? Alors il y a un débat philosophique à avoir en plus du débat médical et scientifique. Mais tous ces indices nous poussent à comprendre quand même que tout n'est pas OK avec ces injections. Moi j'aimerais aussi comprendre ce qu'il y a exactement dans ces injections. Pourquoi les gens peuvent mettre des aimants sur leurs bras maintenant après leur injection, des téléphones, des clés, des pièces de monnaie? Est-ce que Alexander, tu as des réponses par rapport à ça? Alors, je crois que vous avez tous vu qu'on se moque quand même de ce genre de choses quand on parle d'aimants sur les bras. Et c'est là que c'est dramatique, parce que quand il y a des vraies inquiétudes sur les vaccins, on peut en avoir, il y a des inquiétudes légitimes. Et là, c'est l'illustration parfaite, je trouve. Quand on s'inquiète sur les vaccins, et qu'on aimerait avoir des réponses, et qu'on aimerait pouvoir vraiment être sûr que c'est pas si dangereux que ça, ou savoir ce que ça fait, et qu'il y a des gens qui racontent trop n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a des aimants qui vont rester sur le bras, bah, du coup on arrive à facilement les décrédibiliser. C'est pas raconter, c'est juste filmer les arguments, s'il te plaît, Alexander. On n'arrive plus à écouter les arguments réels. Et donc du coup, moi je pense que c'est dommage de partir dans des choses complètement foireuses, alors qu'il y a des vraies questions qui se posent. Et donc la vraie question... on écoute tes arguments, parce qu'à part dire qu'on raconte que c'est raconté, alors que c'est pas du tout raconté, c'est juste des personnes qui ont fait l'expérience. Prenez un aimant, mettez-le sur votre bras si vous voulez. Ça a été fait juste après l'injection, hein. À 3 semaines après. Non mais c'est bien de discréditer et de contredire, mais il faut des arguments. Je veux bien me faire injecter un truc, une nouvelle dose de vaccin et puis on me le teste si vous voulez. Non mais franchement, faut arrêter ça. Les ARN. À la limite, il y a quand même plein d'autres informations sur les vaccins à creuser. Voilà. Il y a sûrement une enquête à faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce point étant tellement incroyable que malheureusement, il va peut-être mettre de côté les arguments sur lesquels on a quand même des données. Après, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à... J'ai vu ces vidéos, ça m'a interpellé. Je vais même te dire, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit que son père lui a fait le test devant lui. Donc, forcément, moi, je tombe de haut entre... J'ai vu des vidéos de gens que je ne connais pas, et j'ai un ami qui m'a dit la même chose concernant son papa. Bon, mais de là, pour l'instant, je me suis dit, bon, alors là, je vais peut-être mener une enquête, mais avant d'avoir fini cette enquête, pour moi, c'est compliqué de parler de ce sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène sur les réseaux sociaux autour de ça. Il y a beaucoup de phénomènes de désinformation sur les réseaux sociaux, dans tous les sens. Sûrement. Et ce qui est très grave, c'est que la désinformation... On attend tes arguments, Alexander. La désinformation, elle sert également les personnes qui veulent imposer des choses dangereuses parfois. Il ne faut jamais oublier. Toujours pas d'arguments, que du discrédit. Maintenant, non mais comprenez bien ce que je dis. Hein. Maintenant, je vais parler du fond. Je réponds aux arguments. Au niveau des effets indésirables, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se fait vacciner et ensuite, dès que quelqu'un a quelque chose, en gros, il le signale, quoi. Voilà. S'il m'arrive quelque chose, je le signale. Ça ne veut pas dire que c'est un lien qu'on appelle de cause à effet. Ça ne veut pas dire, quand on le signale, que c'est causé par le vaccin. On va signaler tous les éléments qui se produisent, etc., tout ce qu'on remarque. Et puis après, si on a beaucoup d'événements graves, typiques, d'un seul type, oui, et s'il y a beaucoup d'événements graves d'un type qui se produisent, alors dans ce cas-là, on va enquêter, on va regarder s'il y a une raison, s'il y a un argument pour pouvoir dire que ça peut causer ça. J'ai une petite question. Je voudrais rebondir là-dessus, parce que effectivement, tu dis peut-être pour toi à juste titre que les effets secondaires se remontaient. Malheureusement, on découvre qu'il y a des centres de pharmacovigilance qui demandent de ne pas tout déclarer. Et donc on a un déficit d'information
pour le citoyen ou pour les journalistes qui ne peuvent plus enquêter, puisque les centres de pharmacovigilance sont tellement saturés d'effets secondaires et de remontées qu'ils ont demandé officiellement à ne pas tout remonter. Alors, je vais essayer de donner une rationnelle à ça. Je ne suis pas au courant du détail de ce qui est demandé de ne pas remonter, mais de manière générale, il y a une rationnelle à ça qu'on peut expliquer. Je ne suis pas certain du contexte, hein, j'ai pas tous les éléments, mais ce qui me paraît cohérent dans tout ça, c'est que imaginez s'il y a tout le monde qui se vaccine, il y a plein de monde qui se vaccine en ce moment. Si toute personne qui a le moindre truc qui lui arrive, un rhume, n'importe quoi, le signale, s'il y a trop de signalements, à la fin, on ne pourra plus faire le tri, on ne comprend plus rien. Donc effectivement, il faut à un moment donné dire, tiens, ça on a étudié s'il y a un lien de cause à effet potentiel. Oui, là, il n'y a pas de lien de cause à effet. Est-ce que c'est normal que rien n'ait été mis en place pour donner les moyens à ces centres d'avoir la possibilité de bien archiver ces effets secondaires? Parce que du coup, il y a un biais là. C'est qu'en fait, l'information, on demande à ce qu'elle ne remonte pas pour éviter d'être saturée, pour éviter peut-être des déclarations, je dirais, qui ne sont pas forcément pertinentes. Mais le problème, c'est que dans le lot, combien le sont? Exactement. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y ait une meilleure communication. Et là, je suis tout à fait d'accord. On manque crucialement d'éléments qui nous disent, tiens, on a regardé cet effet-là, qui nous l'annonce vraiment. On a regardé cet effet, on a compris pourquoi, comment, et on sait que ce n'est pas le vaccin qui le cause. Donc, maintenant qu'on le sait, on n'a plus besoin de le remonter. Moi, j'aimerais savoir, Alexander, si tu appliques la même rigueur entre le fait d'avoir un test PCR positif et le fait d'avoir le Covid. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que d'avoir un test PCR positif indique qu'on a le Covid. Est-ce que tu appliques cette rigueur là aussi pour ce cas-là? Bah si, tu as la séquence génétique en toi. Donc du coup, ça veut dire qu'il se trouve dans ton corps un ARN contenant cette séquence. Comme la papaye, la chèvre et les oiseaux, c'est ça? Cette séquence que tu ne peux pas trouver ailleurs. Coca. Oui, mais la question, mais ça, tu sais très bien, enfin ça tout le monde sait que ce test-là, il réagit à l'acidité et que tu peux verser un acide dessus et que tu auras un truc positif. On ne verse pas un truc. Donc d'où la fiabilité mais donc, du coup, si tu fais ce genre de choses, tu vas décrédibiliser toutes les critiques légitimes. Le problème avec ces tests PCR, c'est qu'il n'y a aucune standardisation des cycles d'amplification. Et le souci, c'est que tous les laboratoires font un peu ce qu'ils veulent. La plupart ne veulent pas communiquer. Ceux qui communiquent, nous communiquent des CT, on appelle ça les CT, parfois au-delà de 40, alors même que le ministère de la Santé et les institutions qui en dépendent disent qu'entre 32 et 37, on a un doute, au-delà de 37, c'est considéré comme négatif, et on constate que beaucoup de laboratoires font des CT 35, 40, 45, et qu'au-delà de ça, en plus, on ne sait pas comment ils calibrent leur matériel. Et ça, c'est des questions que moi j'ai posées avec mes équipes, et on a zéro réponse à ce jour. Eh ben, j'en ai des réponses. Si tu veux, je te le passerai. L'OMS en fait, il y a quelqu'un qui travaille dans les centres, qui a travaillé dans ces centres, qui a fait un petit fil Twitter intéressant. Il explique tout ce qu'il a vécu, où il montre comment ça marche. Maintenant, la PCR, c'est justement... Ah non, mais on a compris comment ça marche. Mais nous, on a appelé tous les laboratoires. Pour les CT, hein. Oui. Mais lui, il a dit comment ça a été mis en place. Alors, je vais résumer, j'ai pas tout en tête, j'ai pas envie de dire de bêtises, je préfère me référer à lui. Et je te partagerai, n'hésite pas à le partager derrière. Hein. En tout cas, ce qu'il a dit de mémoire, c'est la chose suivante. En gros, il est biologiste, il a eu son doctorat, et il y a eu le coronavirus juste derrière. Donc il s'est retrouvé dans une situation où il ne trouvait pas tellement de boulot, enfin c'était un peu compliqué pour lui. Et il y a eu des appels d'offres pour être dans ces centres de dépistage, pour être analyste. Hein. Et donc il s'est retrouvé très rapidement mis dans le vif du sujet. Alors la PCR, c'est une technologie qui est complexe, qui est moderne, hein, qui est compliquée, et qui est plus compliquée que ce qu'on pense. En fait, on le vulgarise souvent, on donne des éléments simples, mais quand on travaille dans le domaine, c'est assez compliqué à faire. Et donc cette personne s'est retrouvée avec des gens qui avaient précommandé des équipements, des machines à faire des QPCR, mais c'est pas lui qui a pu choisir ces machines. Donc c'était déjà très chiant pour lui, parce qu'il aurait préféré lui choisir un peu les équipements qui lui paraissaient les plus pertinents. Et ensuite, il a dû calibrer ces machines. Alors, les CT, tout le monde a compris un peu comment ça marche, je vais quand même le redire histoire que tout le monde ait les éléments. Le CT, c'est le nombre de fois où il faut recopier, en gros, l'ARN pour qu'il devienne visible. Et si j'ai besoin de faire 35 cycles de copie, c'est beaucoup. Si j'ai besoin de faire 20 cycles de copie, c'est pas beaucoup. Si je fais peu de copies, ça veut dire que j'ai une grosse charge virale au départ. Si je fais beaucoup de copies, ça veut dire que j'ai une faible charge virale au départ. Est-ce qu'il est possible d'avoir des faux positifs dans le sens, attention, il faut définir les mots parce qu'il y a des confusions. Faux positifs, il y en a qui disent c'est par rapport à si on est malade ou pas. Moi, je suis biologiste moléculaire, je travaille donc sur la biologie moléculaire. Pour moi, c'est
positif ou négatif signifie j'ai la séquence ou je l'ai pas. Voilà. Donc si j'ai la séquence, ça veut dire que quelque part j'ai du virus, mais ça peut être un reste de virus parce que je suis en fin de maladie, ça peut être en début de maladie, donc j'aurai beaucoup plus de virus dans une semaine, mais ça ne peut pas être que je n'ai jamais eu le virus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu le virus, et ce qui est sûr à 99,999%, c'est que je l'ai eu entre il y a 15 jours et dans 15 jours. Ça dépend des cycles. Il y en a qui l'ont eu, il y en a qui vont être positifs. J'ai juste encore un truc à te dire après. Alors il y a un contrôle positif et négatif pour les cycles d'amplification, c'est pour ça que je te dis ça avec autant de fermeté. Il y a, si tu montes les cycles, effectivement, tu peux détecter quelque chose qui est très faible. Oui. Mais dans le test, tu vas rajouter un échantillon calibré où tu sais qu'il y a du virus dedans, mais artificiel. Et tu sais, enfin tu as pris du sang, de l'ADN générique, et tu rajoutes la séquence du virus. Tu la quantifies, tu sais combien il y en a. Tu l'amplifies aussi de la même façon. Et tu l'amplifies de la même façon. Et à côté, tu mets un contrôle négatif. Et donc comme tu as un contrôle positif et un contrôle négatif, si jamais tu as un signal qui est au-dessus du contrôle négatif, mais en dessous du contrôle positif, ça veut dire que tu as moins de séquences virales que dans ton contrôle positif, mais que tu en as. Alors, et par contre, si tu es en dessous du signal du truc négatif, c'est sûr que tu en as. La théorie est très séduisante et effectivement on a envie de croire que ça marche à 100%. Seulement l'OMS le 13 janvier de cette année, un an après avoir introduit les tests Drosten dans un débat qu'on ne va pas développer ici mais de façon un peu frauduleuse, dit qu'on ne peut pas se fier exclusivement sur les résultats du test, il faut l'accompagner des signes cliniques et faire gaffe au nombre de cycles d'amplification en restant très flou sur la question. Il y a le jugement de la Cour portugaise du 11 novembre 2020 qui disait que à 25 cycles, on avait 70%, 70% de fiabilité, 30 cycles, 20% et 35 cycles, 3%. Moi j'ai écrit un mail à l'OMS pour demander ce qu'ils recommandaient comme quantité de cycles. Je n'ai jamais reçu de réponse. Et pourtant c'était le contact indiqué en dessous de l'article qui parlait du manque de fiabilité finalement, un an après, de ces tests PCR. Et je finirai juste en parlant de Karim Ulysse, que vous connaissez tous, qui est l'inventeur de la PCR, qui disait lui-même que ça ne servait pas à détecter un virus, mais juste un morceau d'ADN ou d'ARN. Alors Karim Ulysse, on va en parler, c'est très intéressant, c'est un très bon cas. Alors Karim Ulysse, il a vu une marmotte fluorescente qu'il a envoyée dans l'espace et il a été abducté. C'est ce qu'il a dit. Alors Karim Ulysse, c'est quelqu'un, effectivement, qui a inventé la PCR et qui a eu le prix Nobel et qui a eu le syndrome du prix Nobel, hein, qui est parti un peu en vrille, en cacahuète. Et il dit des choses vraiment extrêmement folles. Et donc, d'accord. Et maintenant, maintenant on va parler du fond. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il n'a jamais dit ça exactement en ces termes, mais ce qu'il a dit, effectivement, c'est que le virus du sida, on en revient à ça, n'existe pas. Et que la maladie du sida serait... Il a dit dans ce contexte-là. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui disait que le virus du sida n'existe pas, c'est les toxicomanes qui prennent des drogues, etc., qui attrapent le sida à cause des drogues qu'ils prennent. Et donc, comme il disait ces bêtises, il a été mis au banc de la communauté scientifique, tout le monde sait qu'il dit n'importe quoi. Et le problème, c'est que... pour prouver qu'il dit n'importe quoi, juste pour vous montrer ça, vérifiez, allez sur internet, regardez si c'est vrais propos. Il a dit qu'il a parlé à une marmotte fluorescente un soir et qu'il a été enlevé par les aliens. Et il le disait à la même époque où il a commencé à délirer sur ces choses-là. La PCR en soi est une technique qui est utilisée... Attendez 2 secondes, je termine une chose. La PCR est une technique qui est utilisée en soi par les vétérinaires quand vous amenez votre chien, votre chat, votre animal domestique pour vérifier s'il a telle ou telle pathologie. Est-ce que vous avez engueulé votre vétérinaire en lui disant que Karim Ulysse disait n'importe quoi et que vous ne pouvez pas détecter une pathologie? Là, il reste 15 minutes pour alors, juste le test PCR fait par un vétérinaire à l'époque... Oui, bon, hop, on monopolise pas. Par contre, on ne va pas tester son chien et son animal de compagnie toutes les semaines s'il n'a pas de symptômes. Le problème, c'est que les tests qui sont réalisés en population générale chez des asymptomatiques, on va les appeler comme ça, le problème, c'est que ça peut aboutir, et ça aboutit à des surdiagnostics. Et donc, on a une épidémie de tests positifs faits par des laboratoires qui n'harmonisent pas leur protocole de calibrage et leur CT. Et donc, la question se pose, c'est quel est le contrôle qui est opéré par le ministère de la Santé sur ces labos? Pour l'instant, de notre côté, c'est 0. On n'a eu aucune confirmation d'un contrôle. On a même le cas que tous les laboratoires nous confirment qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que du coup... n'est qu'une théorie, d'accord? On a parlé de Béchamp, il n'y a pas que Béchamp.
Moi, je vous parle aussi de Gaston Nassens. Vous dites que Béchamp, c'était vieux, ce qu'il a démontré, c'est du passé, on a fait des progrès, etc. Est-ce que vous connaissez Gaston Nassens, qui était français, qui dans les années 40, 50, a étudié, il a fabriqué son propre microscope pour justement pouvoir observer le vivant, ce que ne font pas les microscopes qu'utilisent les scientifiques qui utilisent la médecine moderne. Il a observé le vivant et il a confirmé ce qu'avait observé Béchamp. Donc lui, alors Béchamp il appelle ça les microzymas, Gaston Nassens il appelait ça les somatides, et il a prouvé leur existence, il l'a montré, et on est en dictature médicale depuis le début du XXe siècle, où il y a seulement la théorie de Pasteur qui est acceptée et qui n'est... Tout le reste en fait est combattu. La preuve, je pense que la plupart des gens ne connaissent même pas qui est Gaston Nassens. D'accord? Parce qu'il a été extrêmement violemment combattu. Il a dû fuir la France pour aller au Canada pour guérir des maladies du cancer. Et alors le cancer, ça c'est vraiment la chasse gardée de la médecine moderne, parce que c'est une vache à lait. Et on nous fait croire qu'il n'y a pas de remède contre le cancer, alors qu'en fait il y en a, c'est juste que les gens qui ont trouvé les remèdes... Donc c'est juste que les gens qui ont trouvé les remèdes, ils sont combattus par la dictature médicale. Moi je vais vous dire, ça fait plusieurs années, bon, à mon petit niveau, que j'étudie la santé, et j'en ai conclu une chose. La maladie n'est due qu'à 3 choses. La toxicité, les carences alimentaires et les émotions. Les bactéries, les virus n'ont rien à voir, ne sont pas la cause des maladies, ce sont les conséquences. D'accord? Quand vous voyez un accident de voiture sur la route et que vous voyez des ambulances sur le lieu de l'accident, est-ce que vous dites que c'est l'ambulance qui a causé l'accident? Eh bien les virus, les bactéries, ce ne sont que les conséquences, tout comme l'ambulance sur le lieu de l'accident. Les bactéries et les virus ne sont là que parce qu'il y a un problème. Les bactéries et les virus ne vous rendent pas malade, il y a une cause qui arrive bien avant ça. Toxicité, carence alimentaire, émotion. Donc tout ce qu'on nous fait vivre depuis 1 an, c'est basé sur une théorie. Théorie. C'est une théorie. Tout ce que dit le monsieur Barbu là-bas, toutes ces études, c'est une théorie. C'est une théorie et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Il faut laisser les autres théories pouvoir sortir au grand jour. Béchamp, Gaston Nassens, et il y en a plein d'autres. La germano-médecine, il y a plein d'autres théories. Il faut laisser la liberté des autres théories s'exprimer et de ne pas dire qu'il n'y en a qu'une seule. Merci. Attendez, il y a le monsieur là aussi qui veut prendre la parole. J'aimerais juste répondre rapidement, parce qu'elle a quand même dit quelque chose. Rapidement. Rapidement. Juste pour rappeler que toute la médecine moderne n'est pas basée que sur Pasteur, hein, qui a des milliers de scientifiques, des milliers de médecins, des tas de gens qui font des choses. Des médecins que vous applaudissiez d'ailleurs il y a 1 an, et que je trouve ça extrêmement violent. Vraiment, je perçois ça comme une violence, surtout pour mes amis, il y a des amis qui sont venus, qui sont en réa, qui ont subi la crise, hein, vraiment, de plein fouet. Et je trouve ça extrêmement violent de dire que c'est une dictature sanitaire qu'ils essaient de nous imposer, que voilà, ils prennent vraiment ça. Voilà, Charlie, ta réponse. Pourquoi t'as pas ton masque d'abord? C'est pas une dictature sanitaire à mon sens. C'est pas une dictature sanitaire. Oh, monsieur Alexander! C'est juste une mauvaise gestion de crise. Moi je dirais juste ce qui est intéressant, ce que mademoiselle a dit, c'est toute cette gestion par la peur qui a affaibli notre système immunitaire. Rien que ça. Parce qu'à la limite le sujet Béchamp c'est un vaste débat, on en aurait pour des heures et bon c'est compliqué. Mais le stress sur l'immunité c'est un sujet très important. Et c'est pourquoi que monsieur Jérôme Salomon tous les soirs il nous a dit le nombre de morts pour nous terroriser. Voilà. Et je vais vous dire un truc, de quoi notre corps il se nourrit le plus? De la vie. De l'air. Et de la vie. L'oxygène. De la pensée. Pas de la nourriture, ni de l'eau. C'est vrai qu'il se nourrit essentiellement de l'air qu'on ne veut pas nous faire respirer. Ah oui. Moi j'ai 8,5 litres d'air dans les poumons, vous arrivez à le croire monsieur le doctorat? Et je vais vous dire un truc, monsieur qui avait un doctorat. Vous avez osé critiquer les gens qui ont des prix Nobel, de dire que c'était des débiles, mais vous êtes un doctorat, vous êtes brillant. Vous savez ce qu'il dit Idriss Aberkane? Vous savez ce qu'il dit Idriss Aberkane? Les premiers de classe, ce sont les gens des fois qui sont les plus dangereux. Et je pense que vous en faites partie. Et je vais vous dire autre chose. Vous avez osé dire que Béchamp, il n'était pas capable de voir ce
qui se passait dans les microscopes parce que c'était trop vétuste. Qu'est-ce que vous me dites de Béjanski? Béjanski, il a dit une chose, le sida, ça n'existe pas. Béjanski, il a soigné François Mitterrand du cancer de la prostate. Et tant qu'il soigne Mitterrand, il n'a jamais rien fait. Le jour où Mitterrand est mort, les CRS ils sont venus, ils ont enlevé tout leur atelier. Et qu'est-ce que vous dites du docteur Hammer? Le docteur Hammer qui a dit, comme disait tout à l'heure cette demoiselle, qu'il y a 3 choses, mais surtout la chose la plus dévastatrice, et c'est là qu'on est hors sujet. On est hors sujet. On ne devrait pas discuter des problèmes du vaccin, on devrait discuter est-ce que le vaccin il a une raison d'être. Parce que ce que je dis aux gens, écoutez-moi bien ce que je dis aux gens quand ils viennent me voir, je mets mon doigt par terre, même dans mon appartement, et je leur dis, voyez cette poussière, le spermatozoïde, il est combien de fois, monsieur le doctorat, il est combien de fois plus petit que ce grain de poussière? Eh bien ce spermatozoïde, il a dedans l'intelligence, l'intuition, la mobilité, le corps, la tête, il a tout dans ce grain qui est plus petit qu'un grain de poussière. Et ce spermatozoïde, il est capable de faire un homme d'1m80 aussi intelligent que vous, monsieur Alexander, avec un doctorat. Mais il est aussi capable de rendre les gens malades. Et c'est le corps qui rend malade parce qu'il y a des conflits. Et si vous analysez bien tout ce que disent les médias mainstream, les hommes politiques et ces soi-disant scientifiques, eh bien, ils sont en train de nous terroriser pour que notre cerveau, comme disait monsieur tout à l'heure, il ait moins de défense immunitaire. Et quand on est malade, naturellement, et je vais répondre à une chose, excusez-moi, je vais répondre à une chose, c'est que les gens qui sont vaccinés, pourquoi qu'ils refont des maladies? Parce que le vaccin, il ne va pas soigner leurs pensées. S'ils ont toujours peur de mourir, eh bien, ils vont refaire des mêmes maladies. Ils vont refaire les mêmes maladies. Merci. Après, il y a d'autres personnes qui veulent parler. Bravo, monsieur. Je ne sais même pas quoi répondre parce que je trouve que applaudir ça, c'est une insulte. Mais le masque, Bonjour. Je me suis fait insulter, hein, je tiens à vous le dire. Pas l'habitude de prendre la Je peux parole. expliquer que j'insulte Mais jamais personne. là, je sentais un peu l'urgence de le faire. Je suis un peu étonnée en fait de la tournure qu'a pris le débat, parce qu'il me semble qu'au départ, la question qui était amenée aujourd'hui était quel avenir pour la santé post-Covid? Pourquoi est-ce qu'on en vient à parler de la crise actuelle alors qu'on devrait être dans l'après? Et ce sont les questions que viennent d'apporter les 2 personnes qui sont intervenues avant moi. Et je trouve dommage d'avoir porté le débat sur les questions actuelles et pas sur le futur de la santé que nous voulons mettre en place. Voilà, merci. C'est juste une question que je me pose. Merci à vous. Merci pour... On va les laisser répondre un petit peu et puis on Juste fera encore une rapidement, et je trouve que c'est très intéressant, effectivement c'est un constat qui est juste, hein. Et moi pour ça je voulais aborder aussi, on n'a pas eu le temps, tout ce qui constitue les déterminants de la santé. Et je comprends ce que disait monsieur, pourquoi le vaccin est devenu le seul déterminant, ou pratiquement l'un des seuls, quasiment incontournable de la santé. Effectivement, quand on creuse un peu, il y a d'autres déterminants de la santé. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le mental, la psychologie, effectivement, le stress joue un rôle très défavorable sur l'immunité, mais également la nourriture, l'alimentation, l'hygiène de vie. Et c'est vrai qu'on a mis le soin médical au de ces déterminants de santé, et il y a un vrai problème et un vrai débat à avoir dans ce pays, et j'imagine dans beaucoup de pays, c'est pourquoi est-ce qu'on élude de la question de la santé tous ces autres déterminants. Moi je trouve ça assez intéressant. Je vais prendre un exemple de choses qui se font éluder. La vitamine D. Il y a beaucoup de monde qui prône la vitamine D. Et même l'Académie de médecine, il y a beaucoup de monde qui a mis ça en avant. Et sur cette thématique, je me suis un petit peu intéressé à cette vitamine D. Et dans la vitamine D, il y a eu des entreprises qui produisent des compléments alimentaires, qui ont fait un gros lobbying, qui existe depuis longtemps, qui ont produit des études et qui produisent aussi des tests de vitamine D, et qui disent tout le monde est carencé. Et en fait, leur intérêt est effectivement de vendre des compléments alimentaires. Et à mon avis, au niveau de la santé, autant que les fabricants de vaccins. Voilà. À mon avis, il est beaucoup plus intéressant pour la santé d'avoir une alimentation équilibrée. Exactement. Et c'est un problème qui est un problème beaucoup plus social. C'est un problème qui est beaucoup plus de répartition des richesses. Exactement. De faire en sorte que toute la population ait
accès à une bonne nourriture, à une bonne alimentation. Une eau saine. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et le problème, c'est que derrière, il y a des personnes qui vont éluder ce problème, qui vont l'éliminer en disant la vitamine D est la solution. Et ils vont vous dire prenez ce complément alimentaire, mais ne mangez pas bien. Et ça, c'est grave. Il y a deux autres questions. Alors la question à la dame. S'il vous plaît. Moi, je ne savais pas que la santé se basait uniquement sur la vaccination. D'autant plus pour une maladie où on a un médicament qui la soigne. Alors là, moi, je suis ahurie. Merci. On n'a pas de médicament qui soigne cette maladie actuellement. Si, alors moi je me suis C'est trop de guérie. scientifiques qui existent, oui. Je me suis guérie à l'artémisia personnellement et j'ai plein d'amis qui l'ont guéri aussi à la vitamine C, à la vitamine D au zinc. Alors, quand on guérit et d'une même en maladie, faisant c'est rien pas du nécessairement par le médicament. Quand on guérit. Dans le cas Alors, du qu'est-ce que tu coronavirus, peux moi j'ai savoir guéri grâce à du cerfeuil. Je me suis fouetté j'ai fait des vidéos pour le prouver. Je me suis fouetté la tête avec du cerfeuil. Et ça marche. Alors, c'est pour me moquer un petit peu. Parce qu'en fait, dans le cas du coronavirus, 99% des gens survivent et très peu vont en réanimation. Il y a quand même un faible pourcentage. Donc c'est un terrain béni. C'est un terrain béni pour le charlatanisme, et c'est un terrain béni pour les fraudes. Juste, on est d'accord que la plupart entraînement l'âge médian des gens qui sont décédés, c'est 84 ans. Ouais. On est d'accord pour dire quand même que parmi cette population, ils ont beaucoup de carences dans certaines vitamines. Ils ont des carences qui pourraient déjà être comblées en amont pour faire un peu de prévention. Mais effectivement, la vitamine D n'est pas non plus le Graal. C'est pas le remède miracle, c'est pas le effectivement, faire attention à leur alimentation. Et effectivement, c'est un panel de solutions. Et je pense que ce que pointe du doigt la plupart des gens, c'est que dans ce panel, il y a une concentration médiatique sur quelques petites choses en éludant la plupart des autres choses. Après, qu'il y ait des gens qui fassent du business sur la vitamine D, c'est certain. Qu'il y en ait d'autres qui fassent du business sur l'artémisia, c'est certain. Sur le remdesivir aussi. Sur le remdesivir. Mais pourquoi? Sur le remdesivir, ouais. Et sur l'hydroxychloroquine. Et d'ailleurs, alors le remdesivir coûte beaucoup plus cher que l'hydroxychloroquine. Ah, ça peut rapporter. Alors moi j'aime bien faire cet exemple. Quand on a un truc générique qui coûte quasiment rien à produire et qu'on le vend à tout le monde, c'est-à-dire qu'on dit il faut que tout le monde le prenne en prophylaxie. C'est un peu comme je fais du Lidl quoi. Je vends à tout le monde.